vers l'adoption d'un nouveau code pénal au Togo, les députés membres de la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale se sont délocalisés à Kwalimé pour procéder à l'étude du projet du texte avant son passage devant la plénière. Des représentants des sociétés membres de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 14 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique planche à Lomé sur le phénomène des changements climatiques, ses causes et ses conséquences. L'objectif est de faire des propositions de planification des opérations de réduction des risques. Enfin, 2 nouvelles grues mobiles et des équipements de manutention pour renforcer les capacités de traitement des conteneurs au port autonome de Lomé. Elles ont été acquises par le groupe Bolloré pour le compte du Togo Terminal et réceptionnées aujourd'hui. Et puis, une invitée sur ce plateau, Mme Olato Kumbo Igé, représentante résidente des Nations Unies aux droits de l'homme. Elle a une mauvaise nouvelle à nous annoncer. Son bureau va fermer. Est-ce la fin de la coopération entre le Togo et les Nations Unies en matière de droits de l'homme? Madame, bonsoir. Bonsoir. Oui, est-ce la fin de la coopération avec le Togo en matière de droits de l'homme? Non. Bien, vous nous le direz tout à l'heure, mais vous nous direz surtout pourquoi vous avez décidé de fermer vos bureaux à Lomé. Bonsoir à tous. C'est toujours l'attente. Les Togolais sont toujours dans l'attente de l'annonce d'un nouveau gouvernement. Un suspense de moins en moins supportable. En attendant, nous devons nous contenter du spectacle d'un gouvernement sans chef de gouvernement qui expédie toujours les affaires courantes et d'un chef de gouvernement sans gouvernement qui fait quelques apparitions publiques entre 2 consultations. Une situation qui n'empêche toutefois pas les autres institutions de la République de fonctionner normalement. L'Assemblée nationale, par exemple, dont les membres de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale ont quitté le siège pour prendre leur quartier à Kwalimé pour 5 jours. Un voyage d'études destiné à plancher sur le projet de loi portant nouveau code pénal. Le chef du gouvernement, le chef du Parlement, Dama Dramani, qui les a accompagnés dans leur villégiature, les a appelés à étudier le texte avec la plus grande attention afin de permettre à notre pays de se doter d'un instrument complet en matière judiciaire. Pierre Soussouko. Les élus du peuple ont choisi Kwalimé pour plancher sur le projet de loi portant nouveau code pénal. Un code qui va prendre en compte les nouvelles formes de criminalité et réparer ainsi les carences constatées dans le code actuel, vieux de 35 ans. Le texte qui vous est soumis a en outre pour objectif de prévenir et de sanctionner tout comportement qui porterait atteinte à la transparence et la bonne gouvernance étatique. La transposition de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la redéfinition de l'infraction d'enrichissement illicite en complément des dispositions existantes portant sur le détournement des biens publics et de la concussion ont été opérées. Un véritable progrès, dira Olato Kumbo Igé, la représentante résidente du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Togo. Pour cette dernière, le nouveau dispositif va répondre à un certain nombre de préoccupations, notamment le renforcement de la protection judiciaire et des libertés fondamentales. Le Togo va avoir la possibilité de bien vraiment harmoniser ces lois nationaux dans les cadres de l'administration de la justice, des aspects des lois justice criminelle et aussi la protection et promotion des droits de l'homme qui sont liés à toutes ces questions. Je crois que ça c'est une des priorités vraiment de l'adoption de ce code. Spécifiquement, par exemple, vous le savez que depuis, nous attendons une vraie définition de la crime de torture dans la loi togolaise. Et je pense que l'adoption de ce code pénal va nous offrir tous, c'est-à-dire d'abord les Togolais et nous aussi, les partenaires dans la promotion et protection des droits de l'homme, une bonne définition. Et pour atteindre les résultats escomptés, une commission parlementaire spéciale composée de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale a été créée. C'est elle qui va examiner, étudier le projet de loi. À l'ouverture des travaux, le président de l'Assemblée nationale a attiré l'attention des membres de la commission sur l'enjeu que représente le nouveau code pénal. Il y a lieu de souligner que le nouveau texte a pour ambition non seulement de corriger les insuffisances révélées dans le code pénal en vigueur dans notre pays,
mais aussi et surtout de mettre certaines dispositions pertinentes en cohérence avec le droit international et notamment avec les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le nouveau code pénal comporte également un arsenal de dispositions légales et dissuasives en matière de répression de la criminalité sous toutes ses formes. La criminalité aujourd'hui, chacun le sait, évolue sans cesse, aussi bien en cruauté, en ampleur que dans ses modes opératoires. Il est donc nécessaire de mettre à la disposition de la justice togolaise un code pénal adapté aux exigences du temps. C'est dire toute la circonspection et la minutie qui doivent inspirer l'étude de ce projet de loi. Comment ne pas saisir l'opportunité que m'offre cette circonstance pour adresser le salut fraternel de la représentation nationale à nos concitoyennes et concitoyens de la ville de Palimé. Je voudrais les exhorter à continuer à apporter leur soutien à la philosophie politique du président de la République bâtie sur la paix, la tolérance, le pardon, la non-violence et la réconciliation nationale qui permet au Togo de refaire progressivement son unité et sa cohésion afin que les efforts de tous les citoyens, de toutes les tendances, soient canalisés sur la voie du développement. Cette voie est l'unique alternative pour sortir les populations togolaises de la pauvreté et de la misère. C'est un document de 277 pages avec 1169 articles qui sera minutieusement parcouru en l'espace de 5 jours. Les conclusions des travaux en commission devront baliser la voie à l'adoption de ce projet de loi dans les prochains jours. Découvrons à présent, sous la lecture d'Aimé Abalo, quelques dispositions du futur code pénal togolais et voyons s'il va permettre à la législation togolaise de répondre à certaines insuffisances liées notamment aux nouvelles formes d'infractions qui sont apparues avec l'évolution du monde. Le code pénal togolais, en sa version actuelle, date de 1980. En dépit de quelques retouches qu'il a subies en l'an 2000, ce texte est tout simplement désuet. D'abord, au niveau de certains ministères sectoriels, on note à la fois une dispersion des infractions et une contradiction dans leur interprétation, ce qui nécessitait une révision pure et simple du code. Il était nécessaire de revoir ces différentes infractions pour s'assurer qu'elles respectent la hiérarchie des peines. Et puis ensuite, il fallait unifier dans un seul document toutes ces dispositions éparses à travers les différents départements sectoriels. Ensuite, dans le contexte de la modernisation de la justice, le code était dépassé par rapport à l'évolution de la société et surtout relativement aux conventions auxquelles le Togo est parti. Il fallait donc prendre en compte de nouvelles formes de criminalité, violence à l'égard des femmes, trafic d'organes humains, trafic d'armes et de stupéfiants, atteinte à l'intimité des personnes par l'usage des communications électroniques, cybercriminalité. Et il fallait prendre en compte ces formes de criminalité et doter l'État de l'arsenal nécessaire pour réprimer ces violations et ces atteintes aux institutions, à l'État, aux individus, et puis d'autres phénomènes tels que les conflits. Il y a des dispositions qui sont prévues pour réprimer dans le cadre des conflits. Il fallait prendre en compte ces dispositions-là également dans le nouveau code pénal. C'est-à-dire que ce nouveau texte sera assez complet et devra permettre une plus grande accessibilité à la règle de droit. À terme, l'actualisation du code pénal togolais est donc une garantie pour la paix civile, l'équilibre social, économique et politique. Elle marque aussi un nouveau point de départ dans le développement du pays, une preuve juridique de l'amélioration du climat des affaires, de la protection des droits humains et au-delà de l'alignement effectif du Togo derrière les conventions régionales et internationales auxquelles il a adhéré.
Oui, Madame Olato Kumbo Igué est donc avec nous. Madame, dites-nous ce nouveau code pénal, qu'est-ce qu'il ajoute à l'arsenal juridique togolais en termes de respect des droits de l'homme? Merci beaucoup. Je crois que, comme l'a dit le ministre de la Justice et comme j'avais dit aussi dans mon propos ce matin, l'importance pour nous, c'est d'abord que le Togo va harmoniser sa loi nationale avec les obligations internationales avec laquelle il a adhéré, et que aussi le nouveau code pénal va nous permettre à remplir les gaps que nous voyons dans les définitions, par exemple, des crimes, ou même, par exemple, on parle de questions de torture. Avec le nouveau code pénal, on va avoir une définition claire sur ces questions, et aussi, comme l'a souligné, je pense que c'était le ministre aussi, les questions liées aux différentes discriminations, les crimes, les nouveaux crimes, et aussi même, on peut dire, les anciens crimes qui n'étaient pas bien définis. Et je pense aussi que l'adoption de ce code va nous aider par rapport au renforcement des capacités des institutions. Vous vous rappelez que le gouvernement a pris une décision d'aligner le mécanisme national pour la prévention de la torture dans la CNDH. Et la Commission nationale des droits de l'homme lui-même devrait avoir un cadre législatif, c'est-à-dire qui définit bien ce mécanisme pour que lui-même arrive à travailler dans ce contexte. Dans le nouveau code pénal, ça aussi c'est prévu. Donc pour nous, le code pénal va aider le Togo à avancer dans ce processus de modernisation, pas seulement de la justice, mais aussi de la législation nationale. Très bien. Après une dizaine d'années d'exercice au Togo, le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme va fermer ses portes. Nous l'apprenons avec une petite amertume. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Bon, c'est une décision, je dirais que le commissaire a eu à prendre. Malheureusement, c'est plutôt une question technique, c'est lié à notre situation financière dans le monde entier. Comme vous le savez, les Nations Unies ont 3 principes. Le droit de l'homme est un de ces 3 principes fondamentaux sur lesquels les Nations Unies est basée. Mais malheureusement, c'est le droit de l'homme qui n'a pas assez de ressources. Et quand on regarde dans le monde entier aujourd'hui, le grand défi que nous avons, c'est le défi des droits de l'homme, le respect des droits de l'homme dans beaucoup de pays. Donc, avec un déficit d'un grand montant et que les États membres n'aient pas augmenté le budget du Bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme, il faut prendre une décision par rapport à nos présences sur le terrain, essayer d'harmoniser nos structures. Mais vous m'avez posé une question tout à l'heure, c'est-à-dire que le bureau ne veut plus travailler avec le Togo, je dirais non, parce qu'avant d'être arrivé ici, vous vous rappelez que le Togo c'est un État membre des Nations Unies, donc nous avons une responsabilité de travailler avec tous les États membres. Et par le biais de nos autres structures, d'abord Genève et deuxièmement un bureau sous-régional bien renforcé à Dakar, qui va travailler avec tous les pays de la CEDEAO. Nous comptons continuer le travail que nous avons commencé ici. Pour le Togo, cette fermeture, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je pense que ça, c'est une question que vous, les Togolais, c'est pour vous. Et, chacun a son appréciation. Pour nous, nous disons que, nous-mêmes, nous sommes conscients de la fait que peut-être ce n'est pas exactement le moment. Mais au même temps, nous disons, nous avons, depuis 9 ans bientôt, nous avons accompagné le pays, nous avons vu quelques avancées, il y a une évolution positive, il faut le reconnaître, mais il y a un grand défi qui reste. Et je crois que les autorités togolaises ont bien exprimé même aussi leur position, même au commissaire, même au Conseil des droits de l'homme.
pour dire, bon, nous pensons que vous devrez rester un peu plus avec nous. Mais comme j'avais dit tantôt, c'est plutôt une question administrative et technique. Mais je voulais aussi vous rassurer que comme nous avons eu un bureau ici, le Togo restera vraiment un pays prioritaire pour le bureau, même à partir du siège et de Dakar. Est-ce que vous laisserez quand même une structure ici pour consolider les acquis? Bon, demain, nous avons une conférence de sortie. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est une conférence qui va nous permettre à faire un bilan de ce que nous avons pu faire, appuyer les autorités, la société civile et les institutions à accomplir, et pouvoir ensemble avec tous ces acteurs, qu'est-ce qui reste à faire, qui a vraiment besoin de notre présence. Donc, sur la base de ça, avec aussi les consultations que mes deux collègues qui sont arrivés du siège en train de faire avec nos partenaires, on va essayer de voir quelle est la meilleure solution dans la situation avec laquelle nous sommes confrontés, et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire vraiment dans ce cadre. Mais je dirais, et je voulais saisir aussi l'opportunité de remercier tous les partenaires que nous avons ici au Togo. On commence par le gouvernement, leur disponibilité. Je passe aussi aux institutions avec lesquelles nous avons travaillé, la HAC, la CNDH. Nous parlons aussi de la société civile. Nous avons travaillé beaucoup avec la société civile togolaise, d'Aneho jusqu'à Saint-Cassé. Et aujourd'hui, nous disons que nous avons au moins essayé de transférer notre connaissance et c'est que les outils que nous avons aux partenaires locaux, et à partir de nos structures, on va continuer à appuyer ces gens pour que continuer le bon travail que nous avons. Et un petit mot à l'endroit de la population togolaise qui était votre principale cible? Oui, bon, le petit mot, c'est que je voulais rassurer la population togolaise que le bureau pour fermer sa porte physiquement ici, mais nous serons toujours avec la population, nous veillons toujours à partir de nos structures. Et je sais que avec le petit temps que nous avons passé ensemble, un peu plus de Togolais connaissent l'importance et les principes des droits de l'homme, et je l'encourage de continuer à défendre leurs droits, à promouvoir leurs droits, à demander la protection de leurs droits, mais dans une atmosphère de calme et dans une atmosphère de respect mutuel vis-à-vis des autres membres de la société. Vous allez nous manquer. Merci d'être venu. Merci. Nous retournons à Palimé juste après avoir ouvert les travaux. Le président de l'Assemblée nationale s'est rendu à l'hôtel de ville de Palimé pour une rencontre avec les membres de la délégation spéciale de la commune et ceux de la préfecture de Kloto. Au cœur des échanges, le fonctionnement de ces deux institutions et les actions de développement socio-économique dans la région. Nous retrouvons Pierre Soussoupo pour le compte rendu. Une visite de terrain pour parler développement. Le bureau de l'Assemblée nationale, conduit par son président, à la rencontre des délégations spéciales de la préfecture de Kloto et de la ville de Palimé. Une rencontre pour échanger sur le fonctionnement de ces deux institutions qui au quotidien sont au contact des populations à la base. Et les questions liées au développement socio-économique ont été explorées. Nous avons parlé un peu de l'aspect éclairage au niveau de la ville de Palimé, les inondations qui nous surprennent en saison pluvieuse, où la dernière fois nous avons eu des dégâts très énormes au niveau de Palimé, où pratiquement le marché a été inondé, des étalages ont été emportés, des maisons ont été emportées, etc. Donc, quelle solution durable nous envisageons apporter pour vraiment régler ce problème d'inondation? Et là, nous avons parlé des ouvrages, des ponts qui sont détruits, des obstructions qui sont constatées par des installations dans le lit même des fleuves. Les problèmes sont multiples. Et en prenant même la loi sur la décentralisation, cela comporte vraiment des manquements et pour lesquels il va falloir qu'on en fasse une révision.
Et cela mettrait à l'aise les conseillers que nous sommes et ceux qui viendront nous remplacer demain à l'aise. À toutes ces préoccupations, le bureau de l'Assemblée nationale entend apporter sa contribution pour des approches et des solutions. Le déplacement de l'Assemblée nationale, notamment du chef de cette institution, est une première. Le président de l'Assemblée a voulu rencontrer les représentants des populations locales, notamment les délégations spéciales et les conseils de préfecture, pour échanger sur un certain nombre de questions qui minent la vie locale. Le gouvernement a décidé de voter une loi, d'initier une loi que l'Assemblée a votée concernant la décentralisation. Cette loi, elle est venue à point nommé, mais on s'est rendu compte que dans l'application de celle-ci, un certain nombre de difficultés demeurent. Et c'est les difficultés qu'on rencontre sur toute l'étendue du territoire. On s'est rendu compte qu'il y a des problèmes de transfert de compétences. Le gouvernement n'est pas encore arrivé à affecter les moyens nécessaires pour l'accompagnement de cette décentralisation. Mais aussi, on s'est rendu compte qu'il y a un conflit de compétences entre les fonctions du préfet, qui est le représentant du pouvoir central, et les représentants de cette délégation spéciale, qui sont en fait des élus locaux. Bon, vous savez, toute expérience n'est pas toujours évidente à ses débuts, et nous avons pris connaissance de ce genre de problème, nous les avons répertoriés, et nous allons faire un rapport et faire remonter ces difficultés à l'endroit où c'est nécessaire. La politique de la ville, l'état civil, la démographie et la protection de l'environnement ont fait l'objet de débats au cours de cette rencontre. Le but étant d'attirer l'attention de tous sur la dynamique actuelle des politiques de développement à la base. Les opérateurs économiques togolais se forment aux techniques de présentation de soumission au marché public dans les dossiers qu'ils présentent aux différents appels d'offres en vue de proposer leurs prestations. Il a souvent été relevé un certain nombre de vices qui poussent l'autorité contractante à les disqualifier. La RMP vient donc de prendre sur elle de leur inculquer les connaissances nécessaires à la maîtrise du système. Ainsi, pendant 2 semaines, ils seront des centaines à bénéficier de la formation que cette institution organise. Esther Laclé. D'après les chiffres publiés dans le premier numéro du régulateur trimestriel d'information de l'autorité de régulation des marchés publics du Togo, les entreprises nationales représentaient seulement 37% des marchés approuvés en 2014. La cause, les défaillances relevées et se rapportant à des faits de faux et usage de faux documents, notamment de fausses garanties de soumission et de fausses attestations de bonne fin d'exécution par certains opérateurs économiques togolais. Autant d'irrégularités que l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, veut corriger à travers cette session de formation qui porte sur la présentation des soumissions. Au-delà des questions structurelles qui ont trait à ces entreprises privées, il y a des problèmes qui se posent en ce qui concerne la manière dont ils présentent les soumissions. C'est d'ailleurs pour ça que le thème choisi porte sur la présentation des soumissions. Et l'objet de la formation, c'est de renforcer leur capacité dans ce domaine, de manière que les entreprises nationales puissent gagner les marchés publics. Cela pose un problème réel en ce qui concerne la participation de ces entreprises à l'économie nationale et laisse penser que les finances publiques nationales servent plutôt à payer des entreprises étrangères. À terme, les 501 opérateurs économiques qui prennent part à cette rencontre vont donc être dotés d'outils et techniques nécessaires pour monter des dossiers à même de répondre aux exigences des procédures de passation des marchés. Le premier module va porter sur l'environnement des marchés publics et délégation des services publics au Togo. Le deuxième module va porter sur les droits et les obligations des opérateurs économiques. Le troisième module va leur permettre d'être capable d'accéder aux opportunités d'affaires. Le quatrième module va porter sur les préalables à la réponse à un appel à soumissionner. Et le cinquième module va porter sur la constitution même de l'offre.
Cette formation qui va du 22 juin au 4 juillet est la première d'une série. La prochaine portera sur comment déterminer les prix sur le marché. Pour relever les défis et enjeux de l'enseignement et de la recherche en développement culturel et se conformer aux standards dans l'espace UEMOA, il a été élaboré un plan de développement stratégique de l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, IRES-RDEC. Ce lundi, les acteurs impliqués dans le fonctionnement de cet institut se sont retrouvés à Lomé pour examiner le document en vue de sa validation. Ceci devra permettre de redéfinir la mission de formation, de recherche et d'expertise qui lui est assignée. Reportage Eric Djaniko, Ramdan Bassina. La quête de la qualité et de l'excellence est un défi permanent dans l'enseignement supérieur. L'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, IRES-RDEC, ne veut pas être en marge de cette nouvelle exigence. Face à lui, divers défis administratifs, financiers et pédagogiques, d'où la nécessité d'établir un bilan diagnostic de l'Institut et redéfinir sa mission. Cet atelier, à la fin du bilan qui en sera tiré, va permettre de rechercher les bonnes pratiques et nous allons traduire ces bonnes pratiques-là en plan stratégique de développement pour une période déterminée. La période, c'est sur 10 ans, mais à mi-parcours, nous allons faire une auto-évaluation pour mieux rectifier ce qui doit l'être. C'est un exercice qui est très important, dans ce sens qu'un institut d'enseignement supérieur doit être toujours à la quête de la recherche permanente de la seconde qualité. La présente rencontre s'inscrit dans la dynamique du programme d'appui et de développement des centres d'excellence régionaux PACER. Il est mis en place par l'UEMOA et l'IRES-RDEC veut s'inscrire dans les objectifs de ce programme. Pour la deuxième édition, en 2012, l'IRES-RDEC fait partie de ce qu'on appelle le volet mise à niveau. Parce que dans ce PACER 2-là, il y a 20 centres qui sont labellisés, 18 qui sont à mettre à niveau. Et l'IRES-RDEC fait partie des 18. Pourquoi la mise à niveau? Parce que dans le PACER 1, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des centres qui, pour un critère, n'ont pas été retenus. Donc cette fois-ci, il a été décidé d'accompagner ces centres-là. Le ministère en charge de la culture voit dans cette démarche une occasion de rendre plus viable et dynamique cette institution. L'IRES-RDEC bénéficie du soutien financier de l'OIF et de l'UEMOA. Les gaz à effet de serre, on en reparle encore aujourd'hui. Il serait le fait de la révolution industrielle et serait à l'origine de la pollution atmosphérique, le réchauffement climatique, la montée des eaux des océans, etc. Eux-mêmes à l'origine des tsunamis, sécheresses, inondations, glissements de terrain et autres. 14 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique se sont donné rendez-vous à Lomé pour en discuter, partager les expériences et proposer des solutions allant dans le sens de la réduction des risques. La rencontre est une initiative de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Albertine Yakin. Les changements climatiques, un phénomène qui menace l'humanité à travers les gaz à effet de serre, perturbent énormément la vie des communautés sur la planète. Les orages, les inondations et la sécheresse constituent des défis que les acteurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge entendent réduire les risques. Venus de différents pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, ces experts échangent les expériences sur les notions d'adaptation au changement climatique par les sociétés nationales. Le temps, c'est les relations entre l'atmosphère et les océans qui déterminent soit les saisons qui sont en train de changer et le moment traditionnel d'ensemencement, par exemple. Il y a tous les fermiers qui sont prêts à un tel moment. Si la pluie n'arrive pas ou s'il arrive trop tôt, on a des problèmes dans l'agriculture qui impliquent la sécurité de la nourriture. Il y a aussi les problèmes qui dévoluent de ce changement dans tous les secteurs et surtout au niveau de l'environnement. L'environnement, c'est la base de l'économie humaine. La Fédération internationale de la Croix-Rouge, dans un souci d'efficacité, prend en compte les projets innovateurs d'adaptation au phénomène de changement climatique.
on ne peut plus bouleverser et vivre ce qu'on vivait du temps de nos ancêtres. Nous sommes en train de vivre le changement climatique. À nous autres Croix-Rouge maintenant de voir comment nous adapter à ce temps, comment faire pour réduire les effets de ce changement climatique et aider nos communautés locales. Nous allons développer des plans d'action par rapport aux réalités de chaque pays et au retour, chacun pourra mettre cela en œuvre avec les communautés, avec les gouvernements de leur pays. Selon le représentant du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, le gouvernement togolais a inscrit dans ses plans stratégiques et sectoriels la préparation et la gestion des calamités naturelles. Et pour mettre en œuvre le plan d'action, la stratégie de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge proche des populations consiste à organiser les communautés à affronter les catastrophes. Togo Terminal, opérateur de manutention au port autonome de Lomé, vient de réceptionner 2 nouvelles grues mobiles ainsi que des équipements de manutention. Une équipe de reportage de la TVT a pu filmer l'opération cet après-midi sur les quais. Avec l'acquisition de ces engins, ce sont les capacités de traitement des conteneurs du port de Lomé qui vont ainsi se renforcer, notamment en ce qui concerne la rapidité et la qualité des services. Clarisse Atikle. Togo Terminal résolument tourné vers la modernisation pour le renforcement de l'attractivité du port autonome de Lomé. En témoignent ces 2 nouvelles grues mobiles qui viennent enrichir son parc équipement. L'acquisition de ces nouvelles machines ainsi que d'autres engins roulants de manutention par le groupe Bolloré Transport et Logistique fait partie du grand projet de modernisation du terminal à conteneurs dont la finalité est la qualité et la rapidité dans la manutention afin d'écourter le séjour des navires. Aujourd'hui, la capacité de traitement du terminal est de plus de 300 000 cubes, c'est-à-dire des boîtes équivalent 20 pieds qui sont traitées annuellement avec une partie forte de transbordement spécifiquement sur Togo Terminal. Les engins que nous avons aujourd'hui nous permettent de passer à une centaine de milliers de cubes supplémentaires. Et vous voyez l'ensemble des engins de parc, les reach stackers, les portiques et les grues nous permettent de manutentionner de plus en plus rapidement les navires. Ce qui ne suffit pas, car il faut également investir dans ces engins roulants que vous voyez, qui vous permettent, à travers les RTG et les reach stackers, de positionner et de faire en sorte que le terminal ne soit pas congestionné pour qu'il puisse se développer de plus en plus vite. Ces nouvelles grues de type Gottwald 640 d'une capacité de 100 tonnes et d'une portée de 51 mètres sont équipées du dispositif TuneLift permettant de manutentionner 2 conteneurs à la fois. Elles portent à 10 le nombre d'équipements de manutention que dispose aujourd'hui Togo Terminal, filiale du groupe Bolloré, qui entend poursuivre l'acquisition de nouveaux engins de manutention. 2 portiques supplémentaires sont donc attendus dans les mois à venir. L'objectif à terme est de porter à 1,2 million de TIOS les capacités du terminal contre 350 000 actuellement. Ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. C'est Isidore Koubatine qui vous présentera la dernière édition de ce jour. Au revoir.